Bien le bonjour à tous et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. Bienvenue à cette conversation aujourd'hui avec une artiste, une illustratrice, designer graphique qui s'appelle Mathilde Corbeil. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que moi et Mathilde, on se connaît depuis l'adolescence et elle était musicienne. Violoncelliste pour être précis, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est toujours cool de voir plus tard, des années plus tard, voir le chemin que certaines personnes prennent. Oui, quand il y a des musiciens, souvent les gens vont aller vers les arts, vers un autre art ou des fois un tout autre métier. Mais dans ce cas-ci, je m'attendais pas à ce que Mathilde prenne ce chemin et on a discuté en long et en large de cette carrière. Bref, et c'était très agréable de la revoir. Alors laissez-moi vous la présenter, Mathilde Corbeil. Mathilde Corbeil est illustratrice et designer graphique. Derrière bon nombre de projets du milieu culturel, elle a entre autres signé la direction artistique de plusieurs pochettes de disques, des affiches de danse, de théâtre et de cinéma, en plus de collaborer à l'animation de vidéoclips. Dans le milieu du livre, elle a notamment illustré J'aime Hydro aux Ateliers 10, On ne peut plus rien dire, édition Cardinal, et Ton absence m'appartient chez Stanké. Voici ma conversation avec Mathilde Corbeil. Hey, comment allez-vous? Comment vas-tu? Très bien. Aïe, je suis un matin fou, j'ai l'impression d'avoir vu 4 matins. Finalement, c'était super intense. C'était très intense. Cool. Comment ça va? Ça va? J'enlève les bottes. Bon, oui, préférablement. Moi, j'ai tout cette affaire. Tu voulais-tu un verre d'eau? C'est bien, c'est bon, j'ai ça. Ok, c'est ça. Parfait. C'est bon, j'ai amené du gin. Ah, c'est le matin, 10h30. Vous êtes bien ici, c'est bien beau. Oui. Toi, c'est longtemps que ici, non? 2014. On a acheté en Ah, ok. 2014. Ben, quand même. Ouais, C'est comme des bonnes années, là, je sais pas. Oui. Tu peux payer ça, 900 000, là. Non. Puis je t'avoue que je suis pas trop je serais pas en moyen de racheter ça anyway en ce moment. C'est fou, ben non, ça n'a pas rapport. Non, avec 2 enfants, puis... Les filles sont là. Ouais, donc on est là. Hey, c'est parfait. Ouais. Faites une petite cour, là. Petite Bon. cour, ruelle verte, stationnement, pas de char, mais pas grave. C'est qu'on n'a pas de char, hein, dans la vie. Non, mais de toute façon, disons que toi, en tant que Montréalaise, est-ce que tu conduis-tu? Ouvre ton micro, je vais te raconter ça. Non, mais... Est-ce que tu conduis? Non, t'es pas Montréalaise, c'est vrai, toi, mais je suis pas montréalaise, mais je suis à Montréal depuis que j'ai 14 ans. C'est ça. Mais t'étais à Valleyfield. Ben, j'étais à Coteau-Station, en fait, à la base. C'est ça, exact. C'est ça. Mais j'ai eu mon permis temporaire depuis 10 ans. Là, je suis en train de le refaire. Temporaire depuis 10 ans, tu as le droit de faire ça? Mais oui puis non. Là, je suis allée... Récemment, j'étais comme, bon, je vais finir mes cours. Il me reste des cours pratiques à faire. Puis en fait, il faut que tu refasses ton test théorique. Oh j'étais non, comme, ça, c'est un cauchemar. Là. Ça, c'est le pire test. C'est un cauchemar, ouais. Moi, je me souviens plus c'est combien d'erreurs maximum. Je pense que la note de passage était 16 sur 20. Tu sais, mettons, il y avait comme 3 tests. Dans le test théorique. Test théorique. Puis moi, j'avais fait ça, puis j'avais... dès le début, j'ai eu mes 4 erreurs. Bon, jusqu'à la fin, c'était comme... Genre, fallait pas que j'en manque une. J'ai jamais été... Un des rares examens dans ma vie que j'ai été stressé. Et l'examen, étrangement... Tu sais, moi, je sais pas toi, moi, je suis quand même assez première de classe. J'aime ça quand les choses, tu sais, que je les comprends bien, puis j'arrive préparée. Puis là, l'examen, tu sais, c'est des graphiques. Puis là, ils te montrent, tu sais, des autos avec des flèches, puis tu fais... Je le saurais, la logique, mais là, les graphiques sont pas clairs. C'est pas clair, qu'est-ce que ça? Y a-tu mis ses flashers? Hey, si toi, tu trouves que les graphiques sont pas clairs... Imagine comment c'est problématique. Ouais, mais moi, je suis piquée, par exemple. Ouais, je suis piquée, il faut que ça soit bien fait, là, la signalétique. Ouais. Fait que là, ici, on est... Ici, tu peux les mettre ou pas les mettre, comme tu souhaites. Moi, c'est juste pour m'assurer que tout enregistre, tout est correct. Ah. Je les mets dessus? Comme tu souhaites. Regarde. Non, peut-être que non. Voilà. Je vais rester dans l'intimité comme ça. Ben oui. Écoute, c'est drôle parce que
je regardais ton travail, tu sais, je fais ma petite préparation avant que tu viennes. Puis, je repensais, tu sais, évidemment, à notre lien, parce que comment est-ce qu'on se connaît? Nous, on se connaît depuis l'adolescence. Absolument. Adolescence. Je pense que j'avais 14 ans. T'avais 14 ans. Ouais. Moi, ou 15, peut-être 15 ans. Ah oui, 15, moi j'avais 17. J'avais 17 ans. Et mes parents ont gardé, c'est chez mes parents, une pas pire boîte de toutes mes correspondances à la main. Avec tout, et il y en a beaucoup de lettres de toi. Non! Oui, mais j'ai comme pris une décision de ne pas ouvrir cette boîte-là encore pendant quelques années. Un jour, je remettrai les mains là-dedans. J'ai peur. Ouais. Puis on s'était écrit beaucoup, mais ça m'est... On a eu une petite amourette. Oui, ça, je me rappelle bien, mais je me rappelle pas qu'on se soit écrit tant que ça. Ouais, des petites affaires. Tu m'avais envoyé un mixtape d'un paquet d'affaires, puis on s'était écrit des lettres. Non, mais ça me dit un peu quelque chose. Mais je pensais qu'on s'était envoyé comme 1 ou 2 lettres, là, mais tu sais, tu me dis ça. Non, mais pas une boîte digne de toi, là. C'est une boîte avec plein de gens. Là, oui, j'entends bien, mais quand même. Mais j'ai quelques lettres de toi. Puis après, évidemment, ça m'amène à penser... Les premières impressions, moi, je me souviens de toi. Honnêtement, là, quand j'y repense, c'était tellement clair que tu étais quelqu'un de créatif, qui allait avoir de quoi à te dire, et même jeune. Je pense moi, en tout cas, moi, je pense que je l'ai senti, parce qu'évidemment, je suis attiré vers des gens créatifs. Je veux leur parler, je veux les connaître, je veux savoir un peu plus qui ils sont, tout ça. Tu jouais du violoncelle, tout ça, mais il y avait quelque chose d'autre qui se cachait. Mais tout ce que tu fais aujourd'hui, j'aurais pas pu deviner que ça allait devenir ça. Oui, je comprends. Mais il y avait quelque chose. Je savais pas quoi, mais il y avait quelque chose. Oui, tout à fait. Moi, j'étais éparpillée dans plusieurs choses. Je dis éparpillée, on était jeunes, fait que j'étais curieuse par beaucoup de médiums. Là. Je faisais, comme tu dis, je faisais de la musique, fait que j'ai commencé par ce langage-là. C'était mon premier langage. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de théâtre. Puis avec Judith Lucier, moi, j'ai fait tout mon secondaire avec elle. Puis je me souviens, vous étiez la paire. On a fait les 400 coups ensemble, mais vraiment, là, on était inséparables. Puis on écrivait les textes qu'on voulait jouer. Puis on était, oui, tout à fait dans des élans créatifs, ça, c'est clair, assez fort. Je pense que toute l'espèce de colère, si tu veux, qu'on peut associer à l'adolescence, elle était peut-être sublimée dans des langages artistiques à ce moment-là. Probablement. Mais tu ne donnais pas l'impression de quelqu'un de colérique. Tu avais l'air quelqu'un... Moi, c'est fou parce que je me rappelle encore, puis je savais même, ton frère est devenu qui il est. Ouais. Mais déjà jeune, tu parlais beaucoup, tu me parlais de ton frère, il t'inspirait plein d'affaires, plein d'idées. Vous aviez déjà une espèce de, je sais pas, de super connexion artistique. Puis je me souviens juste que c'était comme une hypersensibilité à plein de trucs, à la musique, au visuel, à la lecture aussi. Je me souviens que moi, j'étais comme... Tu me parlais de livres. Moi, lire, c'était pas trop mon truc. Ouais. Puis déjà, tu parlais de livres, tout ça, puis j'étais comme... Puis t'étais un peu plus jeune que moi, 2 ans de moins. Puis j'étais comme, my God, comment ça? C'est quoi ce personnage-là? Puis surtout, qu'est-ce qui m'intrigue, c'était OK, allons-y avec le début. La musique. Toi, tu as commencé au violoncelle direct. Oui. OK. Ça, c'était-tu Pierre Laporte? C'était Pierre Laporte au secondaire, mais moi, j'ai commencé plus tôt que ça. Là. J'ai commencé, j'avais 5-6 ans. Donc, l'éducation musicale, c'était important à la maison? Pas tant que ça? C'est hasard? Mère, oui, c'est certainement important, mais c'est très étrange, nous, parce que ma mère, elle vient d'une lignée où les femmes jouaient de la musique et pas les hommes. Okay. Alors, mon frère n'a pas nécessairement eu ce legs musical. Il n'a pas touché vraiment? Il a fait un petit peu de piano, mais de manière vraiment légère et plus populaire. Là, c'est-à-dire qu'il y avait des cours, puis il jouait genre le fantôme de l'opéra là, avec 4 accords. Là, okay. C'était comme, à la limite, un peu ridicule. Puis ma mère est pianiste. Elle étudie à Paris, le piano, fait que puis elle est prof à Vincent d'Indy, fait que tu sais, c'était important, oui, dans l'éducation. Je pense que ma mère, elle a rejoué beaucoup, rejoué au sens où elle répétait un petit peu ce qu'elle a eu comme éducation sur nous. Puis mon frère était plus associé, lui, naturellement, à des
des pratiques plus libérales. Genre, tu sais, rêver qu'il soit avocat. On devrait le nommer quand même, Guillaume Corbeil. Guillaume Corbeil, parce que depuis longtemps, c'est tellement naturel. Mais oui, c'est ça. Donc, lui, est-ce que c'était une affaire d'équipe, de team, genre, toi plus avec ta mère, lui avec plus avec ton père? Ah non, pas du tout. Même pas? Vraiment pas. En fait, nous, c'est drôle parce qu'on a grandi à la campagne, on a grandi à Coteau-Station dans des champs. C'est très étrange, notre enfance, parce qu'on vivait entouré de champs, puis il y avait comme juste deux petites rues, la rue Pauline et la rue Sonia. OK. Et nous, on habitait à la jonction de ces deux petites rues-là. Puis on était comme un peu isolés, si tu veux, du grouillement ou du mouvement qu'une petite ville ou même qu'un village pourrait apporter. Fait qu'on était un peu dans un genre de microcosme, si tu veux. Mm-hmm. Tu me diras, l'enfance est un microcosme, mais il y avait ce côté-là, vraiment, ce décor-là, assez particulier. Puis Guillaume et moi, mes parents, en fait, espéraient nous offrir des études. C'est très important, l'éducation pour eux. Fait qu'ils nous ont... Oui, on a eu un petit passage à Valleyfield entre les deux, qui était un passage duquel j'ai eu honte longtemps. Puis maintenant, je me dis, je pense que c'était quelque chose de nécessaire. Puis Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une espèce de ville assez pauvre intellectuellement, où il se passe pas grand-chose. Puis c'était une ville qui était construite autour d'une usine de coton. Donc, les quartiers sont séparés. Il y a des quartiers très, très riches, des quartiers très, très pauvres. Puis nous, on était classe moyenne, vraiment très moyenne. Là. Fait que, on était comme situés dans une espèce de drôle d'entre-deux. Puis c'est une ville que je trouvais laide. Je me rappelle de trouver que c'était laid, puis que ça me... tu parlais de sensibilité tantôt. Je me rappelle que ça me troublait, ça m'agressait, cette laideur ambiante. Je trouvais ça gris, je trouvais ça ennuyeux. Et on partait de la campagne où on pouvait courir dans les champs de fleurs sauvages. Fait qu'il y avait ce contraste-là. C'était semi-urbain déjà. Ouais, tu sais, bungalow, tout ce qu'il y a de plus banlieusard là, aussi, tu sais, les piscines hors terre, puis ce genre de contexte qu'on peut très bien imaginer. Mais après ça, mes parents nous ont envoyés à Montréal, Guillaume et moi, assez jeunes, mais on était sans eux. Tu sais, on était dans une espèce de... Ouais, je sais. C'est ça, c'est quand même particulier. T'imagines, on se retrouve seuls. Ils vous ont pris un appartement, vous habitiez ensemble. C'est-à-dire, il y avait d'autres jeunes aussi. C'était comme un truc, je pense, qui était organisé avec Pierre Laporte. OK. Au début, c'est-à-dire que c'était des gens qui... Au début, on était chez une dame la première année. Ensuite, on était, juste avec des jeunes dans un... Tu sais, ce que souvent, je m'amuse à appeler l'espèce de chambre en ville, pas de Louise, là. C'est-à-dire... pas de Louise Deschâtelet. C'est-à-dire qu'on était que des jeunes dans des chambres. Mais moi, j'étais très jeune. J'avais 15 ans, là. Fait que c'était assez atypique. Puis c'était genre cuisine, tu cuisinais tes trucs, tu faisais où il y avait une... Ouais, mes parents, je me rappelle qu'ils nous faisaient des petits plats, puis qui nous... Tu sais, j'avoue, ça, c'est flou. Mais je me rappelle d'être assez seule dans ces années-là, finalement. Tu sais, je rentrais... Mais c'est weird, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais reçu Stéphane Bureau, puis lui, il est parti en appartement à 14 ans. Aïe, aïe, mais volontairement, il est parti chez ses parents, il a fait... Bye, mais c'est jeune. C'est très jeune, puis évidemment, ça vient influencer certainement ton parcours après, parce que moi, ça a créé des espèces de carences. Des carences plus que de l'indépendance? Un mélange des deux. Okay. Un mélange des deux, tout à fait. Ouais. Puis il y a quelque chose de très bon que je retire de ces années-là. Et en même temps, c'est jeune pour être séparé de ses parents quand tu vis. C'est dur, l'adolescence, quand même. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait de colère. Pour moi, c'est une espèce de colère tranquille que je portais à l'intérieur de moi qui au fond, la colère, c'est de la tristesse non adressée. Il y a quelque chose un peu comme ça. Fait que je portais beaucoup je pense, en tout cas, d'émotions très fortes que j'arrivais pas nécessairement à démêler parce que j'étais jeune et j'avais pas ces outils-là à ce moment-là, oui. Et donc, tu finis ton secondaire option musique, là. Pierre Laporte, qui est une institution qui a formé un paquet de monde. Ouais. Dont ma blonde qui a étudié là. Mais elle est plus vieille, donc tu l'as pas. Je pense pas que tu l'aies croisée. Et après ça est venu le cégep. Et là, c'est là que finalement, la musique a été un peu tassée. Oui, tout à fait. Puis t'es allé plus... T'es en quoi exactement? Parce que t'as plusieurs diplômes. T'as comme 2 diplômes universitaires. J'ai fait, à l'université, j'ai fait art visuel. Puis après ça, j'ai fait design graphique. OK. Ouais. Mais le cégep, lui, c'était où? C'était à Brébeuf. OK. Ouais. En quoi? En hors lettres communication. OK. Ouais, fait que c'était assez
complet comme cégep, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai fait un peu de tout, c'est ça que je veux dire. J'aimais beaucoup la poésie, je faisais de l'impro en parascolaire. Beaucoup. Ah ouais? Ouais, j'ai fait de l'impro. La scène. Ouais, j'adorais ça. OK. Puis mais là, c'est là où peut-être, ouais, j'ai été un peu plus happée par les arts visuels. Tu sais, j'avais des cours d'histoire de l'art aussi avec Nicolas Mavrikakis à ce moment-là, puis j'étais assez... je le trouvais tellement éloquent, puis la manière dont il nous parlait des artistes du 20e siècle, de ces espèces de révolutions de pensée-là, ça m'avait énormément frappée, puis fascinée en même temps. Puis j'ai eu, une espèce de coup de cœur pour les arts visuels à ce moment-là, certainement, oui. Sans me dire que j'allais faire ça, nécessairement. Mais tu gribouillais déjà pas mal? Ouais, beaucoup. Moi, j'ai dessiné. J'ai dessiné. Tout mon secondaire, mon cégep aussi, j'étais pas nécessairement si bonne que ça. En tout cas, c'est dur à dire. C'est toujours dur de s'auto-évaluer, mais oui, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours eu des carnets de croquis. J'ai toujours dessiné. Ouais, ça a été central dans ma vie, le dessin. Ça, c'est sûr, dès le tout jeune âge. Et plus tard, justement, tu fais... tu fais tes 2 diplômes universitaires, en même temps les job-in ici et là. Je me souviens que tu travaillais dans les théâtres un peu. Oui, t'es bon, oui, je travaillais au théâtre d'aujourd'hui. Exact. Parce que là, je t'avais croisé là il y a plusieurs années. Tu disais, je sais pas trop. Tu sais, c'était un peu vague, je pense, dans ce temps-là. Tu essayais de trouver où est-ce que tu allais te situer. Et en fait, ma question est bizarre peut-être, mais c'est, il a été où le moment où est-ce que tu as su ce que tu étais, ce que tu allais faire? T'sais? Bien, c'est une bonne question parce que c'est pas arrivé comme une épiphanie du tout. Tu sais, même quand j'étais dans mon bac en arts visuels, et tout m'intéressait. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. J'ai tellement eu d'intérêt dans mon adolescence et mon début d'âge adulte que mon parcours est composé de petits deuils, si tu veux, tu sais. Okay. Alors, là, en art visuel, je faisais beaucoup de vidéos, beaucoup d'installations. J'aimais la sculpture aussi. J'ai fait de la peinture beaucoup. J'ai eu aucun cours de dessin. J'ai pris... On pouvait choisir, en fait, nos cours. Okay. Ouais, fait que ça, c'était assez étonnant. Puis quand je suis rentrée au bac en design graphique, en fait, je pensais pas nécessairement faire le bac au complet. Je commençais à travailler avec des musiciens de la scène locale. Je faisais des affiches, puis j'avais commencé à faire des albums de Jimmy Hunt à ce moment-là, avant mon bac en design. Puis il fallait toujours que j'engage quelqu'un qui était bon en typo, puis qui comprenait un peu les logiciels. Moi, j'étais un peu clueless par rapport à ça, tu sais. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais me prendre quelques cours au bac en design. Finalement, j'ai fait le bac au complet parce que je trouvais ça intéressant. Puis ça nourrissait un peu mon parcours, là, si tu veux. Mm-hmm. Puis, bref, c'est ça. Puis, tranquillement, j'ai eu des cours d'illustration, puis je me suis mis à avoir des contrats en illustration, puis ça s'est mis à devenir le centre de ma vie sans vraiment que je le choisisse, étrangement. Puis au début, ces contrats d'illustration-là, c'était souvent pour... Je veux pas dire ça... Oui, je veux dire ça quand même. C'était pour un service, dans le sens que, là, mettons, justement, un musicien voulait quelque chose qui annonçait ou qui illustrait, mettons, un album ou un show, tu y allais, tu mettais ta touche personnelle à travers ça, mais c'était quand même pour mettre en premier plan un autre artiste. Ouais. C'était où le moment que tu as fait une affiche, ou pas une affiche, mais une œuvre visuelle qui était pas en lien avec ça, mais qui était juste pour proclamer une idée? Avoir un ton politique. En fait, ça va t'étonner parce que quand je faisais des affiches pour la musique, comme c'est un milieu sans budget, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, faut comme quand t'engages un illustrateur ou un designer, des fois il y a cette espèce de compromis là de faire, ben évidemment j'ai envie que tu mettes une image sur ma musique ou je vais faire un spectacle ou peu importe le contexte, mais on n'a pas d'argent, fait que quelque part il faut que ça soit aussi win-win pour les deux, fait qu'il y avait une grande liberté de création, tu sais. Okay. Les gens me disaient ben vas-y comme tu le sens, puis on n'a pas les moyens de te faire refaire des choses, fait que ça sera ce que ça sera, fait que ça a été une école pour moi incroyable là, quand je travaillais pour des shows pour le Divan Orange, la Sala Rossa, la Casa à ce moment-là, l'Esco même, et je faisais 2 affiches par semaine et ça m'a formé beaucoup, ouais c'est ça. Mais quand est-ce que moi, j'ai pris les rênes pour faire, disons, des premiers dessins un peu plus mais je parle personnels. Vraiment c'est ça, pour tasser l'idée de contrat, puis de faire quelque chose qui
qui est criant, quelque chose qui t'interpelle, puis que tu as envie de te prononcer. Tu sais, une œuvre... Ben, tu sais, je dis le mot politique, mais le mot politique, c'est large, là, tu sais. Mais quelque chose qui... que tu prends en position. Tu prends en position, puis que tu as besoin de faire. Parce qu'il y en a... En fait, si on s'amuse à aller un peu sur ton portfolio, sur Instagram, c'est de plus en plus parsemé de ça, surtout, je trouve. Je trouve qu'à vrai dire, si j'ai à penser à tes illustrations, si j'ai à te définir, c'est plus comme ça que je te vois. C'est à ça que tu penses. Ouais. Peut-être c'est pas la bonne façon, peut-être c'est pas ça que tu veux que je pense non plus. Moi, j'ai pas de... J'ai pas d'attente sur ce qu'on pense, dans le sens où moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des dessins qui sont accessibles, puis qui touchent les gens ou non, ou qui dérangent les gens ou non, ou qui amènent peut-être une réflexion ou non. C'est-à-dire que j'ai pas de... C'est pas sur ça que mes exigences se déposent nécessairement. Mais pour répondre à ta question, je pense... Moi, ce qui a été un peu long en ce qui me concerne, c'est parce que j'ai toujours fait des petits dessins à côté, des idées, je notais, j'avais des cahiers de croquis, mais ça a été long avant que j'ose les montrer. OK. Puis moi, je suis arrivée, c'était un petit peu le début des réseaux sociaux, fait que ça transformait quand même notre relation à ce métier-là d'illustrateur qui était, j'allais dire, méconnu. Pas nécessairement, mais certainement moins qu'aujourd'hui. Premièrement, parce que si tu voulais... avant les réseaux sociaux, si tu voulais que ça soit diffusé, il fallait que tu te fasses ton site Internet. Puis déjà, juste ça, c'était un peu compliqué à l'époque. Là, on n'a pas les trucs comme Squarespace que tu peux comme faire un drop. Donc là, comme tu dis, montrer tout ça, c'était pas si évident. Toi, pourquoi tu étais... Est-ce que c'était de la gêne? Est-ce que c'était l'idée, la critique? Qu'est-ce qui t'amenait à hésiter? J'avais comme un sentiment de me lancer dans le vide. Je savais pas si j'étais bonne dans ça. Je pense que je peux être très, très dure avec moi. Tu sais, des fois, je me dis, c'est peut-être un leg de la musique classique, c'est-à-dire où on te fait constamment répéter et on te fait constamment réaliser que c'est pas parfait ce que tu fais, puis qu'il y a toujours amélioration. Je pense que ça a du bon, cet apprentissage par la musique classique, mais je pense aussi que ça peut laisser des espèces de traces qui amènent une complexité, puis en tout cas, quelque chose de... Mais je pense que c'est compliqué pour l'art visuel, justement, pour ça. Il y a ceux que... Je sais que c'était David Atmej qui m'avait dit... j'ai fait un projet avec lui, puis un projet de sculpture et musique. Puis il disait que lui, il était pas capable d'arrêter une œuvre, elle était toujours incomplète. Ouais. Pour lui, il dit toutes mes œuvres sont incomplètes. Mais je comprends ça. Mais il dit ma seule façon d'arrêter de la travailler, il dit je mettais une date. Ah, wow, ouais, il dit, je mettais à mon calendrier, il dit là, il faut que ça soit livré tel jour. Ouais. Et ce jour-là, ce sera la fin de l'œuvre, malgré qu'elle sera incomplète à jamais. Puis lui, il dit toutes mes œuvres sont incomplètes. Ouais. Quand même drôle comme idée. Ben, c'est fascinant. Puis je peux comprendre. Moi, je peux me rallier à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours... On peut toujours jongler. Il n'y a pas de réponse. Fait qu'on fait des compromis avec la matière, avec les couleurs. Puis on fait... Est-ce que ça aurait été... Moi, c'est vrai que je revisite encore des dessins que j'ai publiés, par exemple, des couvertures de livres ou peu importe, des affiches. Puis je me dis, ça aurait été meilleur avec un fond comme ça. Puis finalement, ça aurait été... Puis notre réflexion sur ce qu'on fait, puis notre manière de dessiner ou de réfléchir une image se transforme avec le temps aussi. Alors, c'est assez dur. C'est drôle, je pense souvent, on parle de J'aime Hydro, qui est une pièce de théâtre plutôt qui a eu un certain succès, sur laquelle j'ai fait tous les dessins. Puis ça tournait jusqu'à l'année passée, sur presque 10 ans. Là, et c'était vu. Et puis quand même, du grand public, c'est peut-être un peu là que tu as eu un break, dans ce sens qu'il y a plein de gens qui consomment pas nécessairement des illustrations. Les gens qui sont pas familiers justement avec ce format-là ont vu pas mal tes trucs, je pense. Oui, peut-être. Ouais, peut-être que ça ouais, moi, j'ai pensé à ça, mais surtout que c'était un condensé, surtout que t'en avais plus que juste une affiche que tu aurais fait pour quelqu'un. Il y avait comme 200 dessins. Mais quand je revois le show maintenant, parce qu'évidemment, je peux pas m'embarquer dans un processus de refaire les dessins à chaque fois qu'on rejoue le show. C'est pas possible. On a de toute façon pas le budget pour faire ça. Puis ça ne ferait aucun sens. On veut garder aussi la première matière, ce côté un peu croquis. Mais quand je revois J'aime Hydro aujourd'hui, je fais mon Dieu que je trouve ça laid, tu sais.
Dans le sens, c'est dur pour moi parce que je fais, j'aurais dû le faire comme ça, j'aurais dû. Mais tu sais, tu comprends, c'est comme, pour moi, et c'est là, je comprends ce que tu dis, il y a comme le sentiment de satisfaction totale est rare et sinon impossible. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a un leg quand même peut-être classique. Moi, j'ai une grande difficulté à écouter mes anciens enregistrements. Ouais, tu ressens ça aussi. Ouais, 2, 3 affaires que je peux faire. Ah non, ça c'est correct, mais même si je les trouve corrects, je veux pas trop aller les écouter. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est dur, ouais. C'est comme... et pourtant, tu sais, on vieillit. Est-ce qu'on devient meilleur? Probablement. Mais c'est comme super difficile. C'est difficile complexe, ça, comme question. C'est très complexe parce qu'en même temps, quand on est jeune, il y a une espèce de fougue. Il y a on est complètement... Moi, j'ai l'impression que ma vingtaine, même une partie de ma trentaine, avant que je devienne une mère, finalement, j'étais au cœur de ce qui se passait dans la ville, dans les soirées, dans les parties. On dirait que j'étais dans un mouvement constant, alors que là, il y a quelque chose de... Non pas qui stagne, mais qui se déplace sur une temporalité peut-être moins accélérée, tu sais. Ouais. Puis, admettons, si j'ai à dire, c'est une drôle de question, là, quand même. Vivre de l'illustration, est-ce que c'est possible? C'est bizarre à dire parce que moi, je connais pas assez ce métier-là. Ouais. Et, tu sais, mettons, je le sais pour comédien comment ça marche, je le sais même pour des artistes visuels qui vont aller dans le style muséal ou bien expo. Je sais comment ça marche économiquement. La plupart des arts. Celui-là, non. Illustration, ouais. Tu as dit comédien tantôt, pour moi, c'est un peu la même chose au sens où il y a des acteurs qui gagnent très, très bien leur vie, puis il y a des acteurs qui gagnent difficilement. Plus modestement leur vie. Mais après, là où peut-être c'est plus simple, c'est que je pense que je dépends pas nécessairement de... Ben, c'est pas vrai, je dépends de ceux qui m'engagent tout à fait, mais je peux choisir mes contrats. C'est ça que je veux dire. C'est là où peut-être il y a une différence parce que moi, j'ai fait le choix à un moment donné parce que j'ai eu des très bonnes années en illustration à travers la publicité, notamment. C'est-à-dire que la publicité, évidemment... C'est surtout là qu'il y a des sous, non? Ben, il y a beaucoup d'argent en publicité. Oui. Mais bien évidemment, il y a plus d'argent en publicité qu'en art, qu'en culture. Oui. Ça, on est d'accord. Mais à un moment donné, je me couchais le soir puis je me disais, aïe, tu sais, aujourd'hui, j'ai dessiné des concombres pour Subway. C'est comme si là, tu sais, mon travail, j'avais une perte de sens qui était terrible. Je me sentais tout à fait connectée avec ma pulsion de mort. Puis je me disais, ça peut pas être ça, ma vie. Tu sais, fait que j'ai fait le choix à un moment donné de faire, je vais faire un peu moins d'argent, puis je vais travailler pour des contrats qui me stimulent, puis des rencontres qui me stimulent et qui m'apportent autant que j'ai envie de donner, tu sais. OK. Donc, mais je gagne ma vie avec ça, oui. C'est ça ma question, certainement. parce que, mettons, quand on parle musicien, la plupart des musiciens vont faire 1000 affaires, enseigner un peu. L'enseignement, souvent, aide à combler les trous, à avoir une mini-stabilité, mais dans ton cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu stable? En fait, c'est vraiment comme les comédiens, en fait, comme tu viens de le dire. Moi, c'est stable depuis 15 ans. Cela dit, là, tu vois, c'est le premier automne où peut-être je sens un peu les rebonds de la récession en ce moment, où on me dit beaucoup, on va t'engager pour ça, puis finalement, on n'a pas eu les subventions, finalement, il y a des coupures là. Un peu comme ils disent aussi ces temps-ci pour les spectacles de théâtre, qu'il y a des prods où est-ce que shows sans subvention. Voilà. Donc, je ressens la récession, puis c'était le premier automne où j'ai fait, OK, s'il y a un contrat, je le prends, là, tu sais, je vais pas faire la fine bouche. Je snob jamais, hein, tu sais, mais c'est qu'il faut que je fasse des choix, il faut que j'organise mon horaire. Des fois, il y a des super beaux contrats que je dois laisser passer parce que ça ne rentre juste pas dans mon horaire. Tu sais. Ça, c'est arrivé beaucoup dans les dernières années. Puis c'est dur de faire des choix parce que tu ne sais pas que ce contrat-là, on va te le proposer dans 10 jours. Tu sais. Fait que je comprends. Puis il y a tout ça dans mon métier aussi, c'est-à-dire que je fais de la création, mais il y a toute une dimension de gestion, de facture, d'organisation du temps, de choix à faire qui sont assez loin de moi. Ça, c'est vraiment des qualités que j'ai dû développer avec le temps parce que j'avais pas nécessairement ça, en moi, l'organisation, la comptabilité. Je comprends ça. C'est ça. Puis je gère tout ça tout seul, tu sais. Puis ton médium, ton matériel préféré de travail, c'est quoi? En fait, ta technique de travail, je sais c'est quoi? Parce que ça dépend de chacun. L'autre fois, j'étais avec Nicolas Grenier, puis que j'adore, qui fait
son art visuel est magnifique. Puis finalement, j'ai comme appris qu'il commençait avant tout sur une tablette, sur un logiciel. Puis après, il faisait ses tableaux. T'sais. Chacun a sa technique. Moi, je me demande un peu, toi, c'est quoi? Est-ce que tu as une technique fixe ou ça change pas mal? Ça change pas mal. Parce que moi, je trouve que ça change pas mal. J'ai quand même des repères, là, mais... Ouais. Tu sais, je trouve que j'ai un métier quand même, souvent je dis c'est une espèce de mélange entre la création puis de la traduction. C'est-à-dire que je dois traduire une œuvre, soit un roman, soit une pièce de théâtre, soit un album de musique, en une image souvent. Tu sais. Fait que ça me demande je trouve que le médium que j'utilise va être un langage de communication très important. Puis il y a des œuvres qui exigent peut-être quelque chose de plus sensible, fait au crayon, sur papier, scanné, versus il y en a d'autres où j'ai moins disons, de difficulté à utiliser mon iPad puis à me dire ça va faire la job, tu sais. Parce que je pense qu'il y a cette affaire-là avec le iPad qui est arrivée dans la vie des illustrateurs où on a l'impression que c'est moins noble puis c'est moins... faux. Que c'est faux, puis que alors que finalement, le langage visuel, c'est le langage visuel. Tu peux bien utiliser ce que tu veux pour exprimer ce que tu veux. Mais tu sais, moi, des fois, je fais des trucs, je scanne des miroirs, puis là, ça fait une texture, puis là, j'utilise juste un détail de ça que je vais mettre dans un... Mais assurément, tout passe par Photoshop. Ça, c'est sûr, là. Tu sais, on peut plus, là, aujourd'hui, arriver avec un collage qu'on photographie chez Photosynthèse. Tu sais, je veux dire, premièrement, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps. Si c'était ça, je pourrais pas gagner ma vie avec mon métier. Ça, c'est certain. Photoshop. Ben, sans Photoshop, bien sûr, parce que tout passe par là. Pour nettoyer? Ben, puis pas juste ça, pour faire des formats, pour les images circulent sur le web, puis pour nettoyer, mais pour changer tu sais, c'est très technique, mais tu sais, changer le mode colorimétrique. Il y a toutes sortes de trucs à préparer. Quand tu t'envoies une pochette de disque, par exemple, en impression, ben... oui, non, c'est vrai. Ouais. Tu dépends de templates, que tu dois mettre l'image dedans, tu dois calibrer les noirs, calibrer la typo. La typo doit être vectorielle, tu sais, c'est tout ça, là, c'est tout un langage... c'est pas comme les arts visuels, c'est vraiment comme du design, si tu veux. Y a-tu quelqu'un dans ton entourage qui est, j'allais dire, inspiration, peut-être pas, mais quelqu'un qui est ton œil extérieur constant, une personne que tu vas chercher une approbation quand tu as des doutes? Hey, non. C'est plate, hein, mais non. T'as le droit. Jamais. Ouais, puis c'est drôle, mais... En même temps, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui est en arrière de notre épaule pour une approbation. Des fois, on peut juste se truster. Ouais, on dirait que plus je vieillis, moins j'ai ça. Peut-être que j'ai eu ça un peu dans le passé, avec des amoureux. Peut-être qu'il y avait ce désir de montrer, puis d'avoir un premier regard sur ce que je fais pour avoir un recul aussi. Des fois, quand on a trop le nez dedans, ça m'est peut-être arrivé, mais je pense que j'ai un rythme de travail que j'ai apprivoisé avec le temps puis que j'ai compris qu'est-ce qui fonctionnait avec moi, c'est-à-dire que ça me prend des fois 24 heures de pause, puis après j'y retourne, puis là je comprends tout à fait comment terminer l'image. Mais tout à fait, c'est des compromis, mais non, j'ai pas ça. Okay. Nécessairement, ouais, c'est étonnant. Hein? Ben non, mais ça aurait pu. C'est pas, encore une fois, mais il y en a plein qui préfèrent avoir pas de regard, de ne pas avoir personne qui vont plonger le nez dans leur travail. C'est comme ça, ils sont. Comme ça aussi, des fois, t'es pas affecté non plus. Ouais, peut-être, parce que, il y a peut-être ça. Mais tu sais, moi, après ça, je travaille en équipe, je travaille avec quelqu'un. Fait que je montre aussi. Oui, et puis il y a des gens qui vont dire, peux-tu retoucher ça, peux-tu faire ça, puis ça, c'est une autre histoire. Ou alors, on peut-tu s'appeler, puis on peut-tu en parler? Pourquoi t'as mis telle couleur? Pourquoi, c'est quoi ce symbole-là? Pourquoi il y a un oiseau là? Puis là, on essaie de voir, mais dans le livre, il y avait ça, puis tac, 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 puis on précise un peu, si tu veux, l'image. Et d'autres fois, je me présente un dessin, puis c'est accepté du premier coup. C'est des processus qui varient beaucoup, on dirait, d'un projet à l'autre. Ouais. Est-ce que tu as un travail, quelque chose que tu as fait, qui te représente le mieux, quelque chose que tu es vraiment entièrement fier? J'y vais dans complètement le sens contraire de ce qu'on parlait tantôt. Ah, c'est bon, c'est une bonne question. Quelque chose que tu dis, en ce moment, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui écoute l'émission, il te connaît pas ton œuvre, puis tu t'es dit, garde, pour avoir une bonne idée de moi, là, tu veux vraiment me rencontrer,
et peut-être me connaître un peu plus dans une image, celle-là. Aïe, aïe, je sais pas. Un travail que j'ai aimé faire puis qui m'a marqué, c'est toute la réédition des livres de Michel Garneau. J'ai fait comme la petite collection chez Somme Toute. Puis on s'écrivait un petit peu, Michel Garneau et moi, juste avant qu'il décède. Fait que ça, il y a quelque chose... Puis tu sais, lui, il y a une langue particulière qui je parle dans ses œuvres, qui est extrêmement touchante et complexe à la fois. Alors je pense que en tout cas, j'ai envie de dire avec humilité que j'ai peut-être fière de ce travail-là. J'ai peut-être fière d'avoir illustré une saison complète à l'Usine C, parce que l'Usine C a fait partie de ma vie d'adolescente. J'ai découvert le théâtre, ou en tout cas, j'ai consommé mes premières pièces dans ce théâtre-là. Fait que ça aussi, on peut dire que je suis fière de ça. Ben, tu sais, J'aime Hydro, j'en ai parlé un peu. Même si tu dis que tu trouves difficile à regarder ces dessins-là. Je trouve difficile, mais en même temps, je suis fière d'avoir participé à ce projet-là, tu sais. Mais je sais pas s'il y a quelque chose qui me compose ou qui me représente complètement. Tu sais, j'ai l'impression que mon travail, c'est un peu, faut le voir un peu comme une espèce de courte pointe. Si t'as pas vu telle et telle affaire, c'est difficile d'avoir une idée. Tu sais, souvent, moi, les gens me disent, on reconnaît vraiment ton style, j'ai vu tel livre dans tel... Je trouve que oui. Oui, c'est ça, mais pour moi, c'est difficile à cerner, ça. C'est comme quand quelqu'un dit « Hey, ton enfant te ressemble ». Tu fais « Ouais, c'est dur de le voir complètement ou tout à fait. » Ah, toi, tu le vois? Oh boy, oui. Avec mes enfants? Oui. Ben, tu sais, ni l'une ni l'autre me ressemble. Ça règle quand même quelque chose. Ah, ben, tu vois, moi, je trouve pas. Je trouve que... la deuxième a un peu des traits. La première, c'est vraiment l'incarnation physique de sa mère. La deuxième, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je peux dire, si on tire loin un peu en regardant mes yeux, mon nez. Mais la personnalité, par contre, ça, oui, ça, je suis capable d'aller là. Ma plus vieille, c'est moi, dans l'une, dans son monde imaginaire, puis tout ça, puis bien confortable, puis un peu gaffeuse, puis tout ça, c'est moi, là. Mais, puis l'autre qui a comme une efficacité de réflexion, puis de focus qui est pareil comme sa mère. Donc, tu sais, c'est comme... Ça, je suis capable de le voir. Moi, regarde, je vais me tremper un peu. Vas-y. Dans ton cas, moi, c'est les lignes, je sais pas, il y a le tracé. Moi, c'est le tracé. Je reconnais ton tracé. Il est clair. C'est clair. La façon même, la finesse de la pointe, on dirait, puis parce que souvent, ça peut être quelque chose qui va être complexe que tu vas illustrer, mais juste par le trait, je le sais. Puis c'est même pas les couleurs, moi, c'est le trait. Ah oui, c'est intéressant, ça. Mais c'est ça, tu vois, moi, j'ai de la misère à le voir, ça. Puis j'ai l'impression qu'aucun de mes projets se ressemble. Puis que c'est difficile de les relier ensemble puis de se dire, c'est toute la même personne qui a fait ça. Oui. Mais... Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais, justement, qu'on ne sera pas capable de deviner? J'ai pas ce genre de fantasme-là sur ma représentation en tant qu'artiste. Moi, c'est comme si je fais les affaires bien humblement, avec le plus d'amour possible. Ça sonne un peu psychopop, ce que je dis, mais c'est-à-dire que je le fais pas pour être admiré ou pour qu'on ait une fascination sur moi, ou peut-être dans un inconscient lointain, mais si c'est le cas, c'est assurément très inconscient. Je réfléchis pas à ces choses-là. Je suis plus dans... tu sais, de toute façon, quand on fait ce métier-là, il faut qu'on travaille beaucoup pour y arriver, là, tu sais. Ça demande... Tu le sais, la musique, c'est la même chose, tu sais. Ça demande une rigueur, puis ça demande de faire ses gammes d'une certaine façon aussi, tu sais, de faire des croquis, de garder la main. Fait que... Est-ce que tu as beaucoup de matériel que... Ben, sûrement, là, je sais pas, mais tu sais, du matériel non utilisé, qui est c'est tout dans des boîtes, puis c'est là, puis c'est... Tu sais, est-ce que tu y retournes réellement ou... c'est drôle parce que moi, je déménage souvent. OK. Là, on pourrait plus se permettre de déménager souvent vu la crise du logement. Là, ça serait comme moins possible, mais j'ai tellement déménagé dans ma vie. T'es-tu... Ah ouais, je suis capable... T'as-tu un chiffre? J'ai pas de chiffre, mais tu sais, facilement 1 à 2 fois par année pendant 20 ans. What? OK. Donc, tu serais capable de faire un 40 fois, là? Facilement. Que ça serait exagéré. Alors, on va dire certainement chaque 30? année depuis 20 ans, mais des fois, c'était 2 appartements par année, tu sais, dans ces années-là. Oh my God. Ouais, peut-être 30, ouais. Ouais, peut-être 30. 1, 2, 3, 4. 4 fois, moi. 4 fois. 4 fois depuis que j'étais à Montréal en 2001. Aïe, ouais. Mais c'est quoi? Je suis certain que c'est ça.
ça décrit un trait de personnalité chez quelqu'un. Ah, mais c'est complètement, c'est sûr Moi, et certain. grand besoin de stabilité, grand besoin de mes affaires, mes repères, tout ça. Je sais pas. Tu sais, puis c'est à un point que, tu sais, je repasse souvent en vélo devant mes anciens appartements, puis ça me fait de quoi? Ah oui, ben ça, moi aussi, par contre. Pas tous, mais il y a beaucoup d'appartements qui me bouleversent encore. Mais t'as pas le temps de t'attacher tant que ça. Non, mais le pire, c'est que, en fait, t'as raison. Je pense à un en particulier qui est sur Avenue Laval, au coin de Marianne, puis j'étais là 3 ans. Tu vois, c'était un des appartements que j'ai le plus habité. Mais après, tout de suite après, je pense que j'ai déménagé 4 fois en 1 an et demi. Là, parce que qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique autant de mouvements? Est-ce que c'est personnel? Ben non, c'est des projets de vie. Par exemple, l'appartement sur Laval, c'était tout petit. J'ai rencontré quelqu'un. On a décidé de vivre ensemble. Et là, finalement, je suis tombée enceinte. Il manque une chambre. Il faut redéménager. Là, finalement, mes parents font « Hey, le locataire du duplex qu'on possède est parti. Voulez-vous le rez-de-chaussée? » Ah ben oui, on prend le rez-de-chaussée. Fait que tu sais, c'est des espèces de décisions... des très, très étranges. Mais je pense aussi, fondamentalement, moi, on parlait de traits de personnalité. Certainement que il y a quelque chose, il y a une névrose à développer là, ou en tout cas à identifier. C'est-à-dire que je pense que j'ai de la difficulté à me poser et à être satisfaite. Je suis toujours en constante recherche de quelque chose de mieux, peut-être. Puis aussi, c'est que les boîtes, tu sais, défaire les boîtes, ça prend du temps, là. Ça prend du temps, puis émotivement, c'est prenant aussi. Tu retombes dans des photos, des lettres, Mais tu dois t'ajouter dans le ménage, par contre. T'es obligé d'en jeter du temps. Ah, même pas. Mais c'est dur de jeter. C'est dur de jeter des dessins aussi. Tu sais, tu fais, pourquoi je jetterais ce dessin-là? Puis, tu sais, ça, c'est comme, c'est vrai que j'ai des boîtes de dessins, puis des carnets de croquis. J'en ai beaucoup, puis... Ben, je suis à jour dans le ménage. Je suis pas quelqu'un de très ordonné. Quoique tu viendrais chez moi, puis je suis assez rigide sur les objets qui composent mon environnement. Là. C'est-à-dire que... Ouais, c'est l'enfer. Là. Moi, j'aime les beaux objets, puis j'aime puis les couleurs. Bon, tu tombes pas en bas de ta chaise, j'imagine, mais c'est très important pour moi. Fait que jusqu'à le détail d'une tasse dans une armoire, s'il y a une tasse qui a un orange que je trouve laid, ça va m'obséder. OK. Puis je vais te gosser, là. Ouais. Puis tu sais, ça peut être problématique quand je partage un espace avec un amoureux, par exemple, parce que là, il m'arrive avec tous ses objets, puis ses affaires, puis sa vieille tasse de Bull et Bill, puis je suis comme, oh mon Dieu, je serai jamais capable. Puis là, j'obsède avec ça. Puis là, je suis un peu, non, mais ça, c'est vraiment de la folie, là, j'en suis consciente. Là. Ça me coûte 120$ de psychanalyste par semaine pour démêler ça. Démêler. mais oui, tu sais, je suis un peu freak avec ça. Fait que, mais bref, déménager... Et le pire là-dedans, c'est que tu atteindrais probablement la perfection selon ce que tu penses, puis ça te gosserait. Ah, mais c'est sûr et certain, là, c'est clair. Ouais, c'est comique, ça. Attends, tantôt on parlait de déménagement. Là, tu dis, là, en ce moment, là, tu déménages pas, parce que justement, le mouvement s'est resserré avec toute la crise du logement. Puis j'ai un petit 6,5 avec une grande cour dans la petite Italie pour 800$. Là, on est d'accord que ça se trouve plus, là, ça. Puis je veux dire, il n'y a aucune chance que je laisse aller cet appartement-là. Donc là, mais c'est drôle parce que ça me travaille. Là, tu vois, ça fait 1 an que je suis là. Puis j'ai l'impression là, tu sais, c'est comme si tout mon corps m'inciterait à bouger puis à choisir autre chose, puis mais je peux pas, tu sais. Ben non. Parce que j'ai aussi une maison au Bic, moi. C'est ça, tu passes du temps au Bic. Ouais, fait que je suis comme moitié... Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est malade. Donc ça, c'est en escapade dès que tu peux, au fond, mais en même temps, c'est un peu compliqué. Je passe mes étés là-bas, mais là, avec l'école primaire de mon enfant, c'est ça. Évidemment, ça change la donne. Et moi, je suis en garde partagée. Fait que, tu sais, j'y vais peut-être une fois par mois. C'est un endroit pour, se reposer, vacances, machin, mais aussi pour travailler. Ça Ben oui, je travaille là-bas, c'est sûr. Puis c'est un endroit qui est bouleversant, qui est
tout est émouvant là-bas, la relation au fleuve, ne serait-ce que ça. Ouais. Moi, je pense que j'ai besoin vraiment d'un équilibre, bon, comme beaucoup de monde, tu me diras, mais entre la ville et une connexion avec la nature, pour moi, c'est fondamental. Je suis émue par les fleurs sauvages, par les fruits qui poussent l'été. Mm-hmm. C'est drôle parce que quand on reçoit beaucoup d'amis, tu sais, là-bas, puis souvent, quand c'est le temps de, je sais pas, les fraises sauvages ou les petites framboises sauvages, je suis constamment en train de faire « Regardez, il y a des fraises là, regardez, il y a des fraises là. » Puis tout le monde est comme hey, « Reviens-en de tes fraises, là, on peut juste marcher puis aller en avant. » Sauf Philémon Simon, une fois, qui est venu à mon chalet, il arrivait de la Gaspésie, puis on était exactement dans le même... Ah, mais ça, je suis pas surpris. C'est ça. Il était comme « Ah oui, des fraises sauvages, OK, on y va. » Puis là, on passe une heure là, puis là, il y a une talle 1 mètre plus loin, puis on repasse une heure là, puis tu sais, c'est comme... On a cette... Ça, c'est quand t'as décidé d'aller au BIC? J'ai acheté il y a 3 ans. Wow. Ouais. T'es dans le village? Ou je suis vraiment au bord du fleuve. T'es au bord du fleuve? Ouais, donc un petit peu plus loin que le village, ouais. OK. Wow. Non, t'es déjà allé au festival du BIC, le festival de musique? Ben, je suis allée l'an dernier. Pour la première fois? Ouais. Wow. Voir un spectacle de... Ça, c'est une gang cool. Ils sont cool. C'était extraordinaire. J'adore ce festival-là. Ceux qui tiennent ça sont des James Darling qui tient ça avec sa femme. C'est vraiment... C'était extraordinaire, c'était du Ravel au piano. Puis c'était dans la petite église du BIC. C'était vraiment un moment non, c'est vraiment magique. particulier. Vraiment particulier. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais travailler et que tu ne sais pas encore fait? Ou ton bucket list il est déjà passé puis tu laisses plus les trucs venir à toi? Ah, c'est une bonne question. Ah, je sais pas. Oui, on dirait que j'ai pas de fantasme de collaboration. En fait, je pense que si j'ai vraiment un désir profond en moi, ça serait d'arriver un jour à faire un projet personnel plus qu'une collaboration avec quelqu'un, puisque ma vie n'est... Un projet entier, là. Ouais, un projet entier, peut-être un livre d'illustration, mais c'est quelque chose avec lequel je bûche, tu sais, depuis plusieurs années, puis avec lequel j'ai beaucoup de difficultés parce que c'est une temporalité qui est très loin de ma démarche habituelle, puis c'est un rythme qui m'est beaucoup plus étranger, puis avec lequel j'ai de la difficulté à composer, tu sais. Mm. Mais des collaborations, évidemment, si je pensais pendant 15-20 minutes, je te trouverais certainement des noms, mais on dirait que non. C'est des théâtres, peut-être, avec lesquels j'aimerais travailler. J'aime ça, travailler avec le théâtre. Ça, c'est un médium qui me parle beaucoup. Mais, tu sais, sinon... Mais est-ce qu'il y a un médium... Je vais aller dans ce sens-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un médium que tu n'as jamais essayé, que tu aimerais? Comme tu as tenté. Tu sais, le théâtre, oui, OK, tu en as déjà fait un peu. Tu as illustré pour des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs que tu dis... Il me semble que ça serait cool que je m'essaye là-dedans, voir qu'est-ce qui se passe. Oui, j'ai eu des espèces de désirs à un moment donné de faire de la vidéo d'animation, d'animer moi-même mes affaires. Je le fais un peu, là, des fois. Oui, oui, j'en ai vu quelques-uns. Oui, je le fais un peu, mais tu sais, d'avoir des projets personnels d'animation complète ou de plus retourner dans le monde de l'art visuel aussi. Tu sais, plus travailler avec la matière vidéo, ça me parlerait. Tu sais, des fois, je me dis, je fais-tu ma maîtrise en art visuel? Parce que moi, je me tanne pas des choses. Quand j'aime mon métier vraiment, puis je me trouve chanceuse de pouvoir le faire, mais j'aurais le goût d'explorer tellement de choses, tu sais. J'aurais le goût de faire des documentaires, par exemple. J'aurais aimé faire de la musique. Ça me manque de faire de la musique, ça, c'est sûr. Ah, mais là, pourquoi pas? Ben, t'as encore ton violoncelle? J'ai encore mon violoncelle. Mais tu sais, le violoncelle, en musique populaire, pour moi, c'est un instrument, je trouve ça difficile. C'est-à-dire que... Ah? Ouais. OK. C'est drôle, hein? Je trouve que des fois... Il y a quand même pas mal de monde qui s'aventure là-dedans un peu. T'as raison. Non, mais dans les 20 dernières années, je trouve qu'il a repris sa place, le violoncelle. Mais quand j'étais au secondaire, quand je faisais de la musique, moi... je veux dire, les années 90, on n'était pas dans ça, là. C'était le début de Björk, on écoutait les Beastie Boys, c'était là, Nirvana, Kurt Cobain venait de mourir, c'était comme un mélange de grunge, mais en même temps, c'était l'arrivée de toute la musique électro plus populaire. Radiohead, par exemple. Moi, je viens plus de Sonic Youth que de Joran, tu comprends? Fait que c'était comme, pour moi, j'associais le violoncelle à quelque chose d'un peu plus quétaine ou un peu plus... l'instrument qui
qui te prend la main pour te dire, hey, là, c'est un passage qui va être triste et ouais. Comme le solo de violoncelle dans la tune de Kevin Parent. Ben, voilà. Tu sais, c'est comme... On l'oublie, là, mais Claude Lamotte, il a fait un... Hey, puis c'est quand même, ça jouait à C'est quoi? Ça jouait à C'est quoi? C'est quand même il y avait un solo de violoncelle. Les gens l'oublient, ça, quand même. C'est quand même hallucinant. Mais Claude Lamotte... C'était dans Seigneur. Oui. Gros solo de cello. Dans Seigneur. Ouais, qui avait un peu séparé la toune en deux parties, un peu comme November Rain. Là, Exact. C'était toute qu'une époque, ça. Puis, hey, c'était une toune de comme 8 minutes. Ça joue au complet. C'est incroyable. Je sais, c'est hallucinant, ça. C'est vraiment un autre temps. Mais c'est drôle, tu me verrais quand tu me dis Björk, puis tout ça, moi, c'est toi qui m'as fait découvrir Björk et Portishead, mine de rien. Ah oui, Portishead, moi, ça a marqué ma vie. Là, moi tout. Écoute, pas beaucoup d'albums, mais c'était suffisant pour s'imprimer en nous à jamais. Mais ça. Hey, le temps file, puis on va passer maintenant à la prescription, si tu veux bien. C'est quoi, ça me stresse, la prescription? OK. Mais tout le monde est un peu stressé parce que parce que je t'ai limité ça à un nombre de choix ou parce que... Parce que peut-être, je me suis dit, j'ai plein d'idées, je vais y aller un peu au feeling. Puis là, je fais, je suis comme assez préparée. Mais en même temps, tu sais, j'ai envie de partager des choses qui m'habitent en ce moment, puis c'est tout. Là, on y va. Shoot! OK. Tu sais, je te parlais de documentaire il y a 2 secondes. Je vais faire le lien, ça va être facile. Moi, je suis une fan du site de l'ONF. Tu sais, je trouve que c'est une espèce de bassin d'objets à la fois extraordinaire, mais à la fois et parfois très étrange. Il y a des espèces de drôles de courts-métrages. Il y a des bizarreries aussi. Il y a des bizarreries, puis c'est accessible, c'est gratuit. Pour moi, c'est comme, tu veux te connecter avec ce qui se passait dans la culture québécoise du milieu du 20e siècle à aujourd'hui. C'est comme... C'est présent. C'est rempli de petits bijoux. Cela dit, là, j'avais envie qu'on parle d'Anne-Claire Poirier, qui est une réalisatrice de l'ONF qui arrive à peu près en même temps que Carpero. Anne-Claire. Anne-Claire Poirier. Je connais pas. Qui est une femme qui doit avoir 90 ans en ce moment, qui était peut-être la seule femme de l'ONF à ce moment-là, quand c'était dirigé par... comment il s'appelle, l'acteur qui jouait dans Le Chat dans le sac, là, qui est le frère de Godbout, là, Claude Godbout, je pense. OK, ça se peut, je sais pas. Bon, anyways, je suis même pas certaine. Fait que les films, moi, tu sais, évidemment, je suis née dans les années 80. Je pense que n'importe quelle femme de mon âge a, à un moment donné dans sa vie, été à la recherche de qu'est-ce qui s'est fait par des femmes dans l'histoire. Tu sais, on a un grand besoin de déterrer les œuvres... c'est ça, fait par des femmes. Puis Anne-Claire Poirier, c'est ça, elle arrive dans un milieu au début, au milieu du siècle, entourée d'hommes, puis elle a fait sa place, elle a pris sa place, puis elle a fait un film extraordinaire que je trouve tellement touchant que je réécoute peut-être une fois ou 3 ans, qui s'appelle « Tu as crié Let Me Go », qui parle en fait de sa fille. C'est un film de la fin des années 90. C'est un film c'est une espèce de documentaire, quête poétique, si tu veux, sur sa fille qui s'est fait assassiner. Sa fille était droguée, prostituée, puis elle s'est fait assassiner, puis elle raconte un peu, en fait, on sent l'espèce de catharsis, de désir d'aller à la rencontre de ce drame, cette tragédie qu'elle porte en elle. Puis il y a une narration écrite par elle, puis on l'entend la réciter. Puis en tout cas, c'est très, très beau. Puis c'est pas, évidemment, c'est pas... tu t'écoutes pas ça pour te repimper le moral, mais en même c'est temps, une œuvre essentielle. Puis, tu sais, on entend beaucoup parler, je trouve, c'est ça, tu sais, des films de Pierre Perrault. Quand on pense à l'ONF, c'est plus pour La Suite du Monde ou l'autre, là, Les Chasseurs. La Bête lumineuse. Fait que je me dis, il faut, tu sais, Anne-Claire Poirier mérite sa place dans le palmarès des réalisateurs connus du site de l'ONF, certainement. Fait que ça, ce serait ma première proposition. Parfait. Là, j'ai lu un livre récemment qui m'a bouleversée. Tu sais, des fois, il y a des moments comme ça où, tu sais, moi, je lis beaucoup quand même, mais que là, tu es happé par un livre que tu fais ça va me marquer longtemps. Puis, c'est un livre qui s'appelle Recommencement, qui est écrit par Hélène Dorion. Tu connais-tu Hélène Dorion? Oui. Là, c'est une poète. Oui. Poétesse, j'aimerais dire. Puis, c'est un livre... qui
parle, si tu veux, des espèces de points de rupture qui arrivent dans une vie, c'est-à-dire un deuil ou le deuil de quelqu'un, un deuil amoureux. Et elle, avec sa langue qui est comme tout à fait unique, qui est un petit peu, on dirait, déposée comme de la dentelle, tiens. Puis elle parle, c'est ça, des cycles, puis c'est une espèce de réflexion philosophique sur la vie, mais avec une dimension poétique. C'est extrêmement touchant. Moi, ça m'a bouleversée. Puis je trouve que c'est là où quand on rencontre des œuvres comme ça, on connecte avec la puissance de l'art, c'est-à-dire être accompagné quand on porte peut-être des deuils nous-mêmes à l'intérieur de nous, être accompagné par quelqu'un qui a réfléchi le deuil ou qui a réfléchi les vertiges de la vie, on se sent accompagné, puis ça nous porte, puis ça nous transcende, puis c'est ce que m'a fait cette œuvre-là. C'est pas un recueil. Non, mais c'est pas un recueil, c'est comme une espèce de là, tu sais, un éditeur pourrait certainement te dire précisément. Moi, j'ai l'impression que c'est un essai. Un essai, ouais. Okay. Ouais, qui se rapproche aussi de la forme poème, mais en même temps, c'est pas des poèmes. Non, c'est vraiment, moi, je le vois comme un essai. Okay. C'est vraiment beau. Recommencement. Super. Recommencement. Au pluriel. OK. Puis là, j'avais envie de parler, tu dois certainement le connaître, un auteur qui s'appelle Mathieu Coblet. Non, ça te dit rien? Ah, Mathieu K. Blais. .m Coblet. C'est pas clair son branding, hein. Je pense qu'il devrait comme... Tu sais, je parle de ça à des libraires parce que je cherche son recueil Ornithologie qui semble être discontinué. Puis là, les gens cherchent, puis sont comme Mathieu Coblet, on n'a pas ça ici. Puis là, je fais, voyons, puis là, c'est publié au Cartanier, puis c'est sûr que vous avez ça. Puis bref, tu sais, moi j'ai quelque chose j'ai une espèce de folie à l'intérieur de moi. Des fois, j'ai des espèces de crush artistique, c'est-à-dire que, tu sais, ça m'a fait ça, par exemple, avec l'album Variations fantômes de Philippe B. Oui. Quand c'est sorti, je suis tombée dans une espèce de délire, pas de joke, là, une folie. Je l'écoutais en boucle sans cesse. Oh, C'était presque un besoin. J'arrivais au travail, puis je mettais... Puis je le partais. Puis à un moment donné, tu sais, c'était dans le temps, je sais plus si ça fait encore ça sur iTunes, tu sais, on voit... Ben non, parce qu'on a plus ce système-là. Mais tu sais, on voyait le nombre de fois qu'on avait... Oui, qu'on achetait l'album, on pouvait voir, mettons, à la fin de l'année, il disait combien de fois vous l'avez écouté, Hey, je te jure, c'était gênant. OK. Je me rappelle pas, je pourrais même pas te dire un chiffre, mais j'ai écouté cet album-là, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, Mathieu Coblet, ça me fait un peu ça en ce moment, non, vraiment moins pire. T'es venu voir les shows de bar de Variations fantômes? Ben, j'ai vu le show, oui. l'église? Ben oui. Ah ouais, j'étais genre en 3e rangée avec Monia Chokri, là. On est arrivé vraiment trop tôt, puis on était comme, on est rendu ces madames-là, hein, qui veulent avoir des bonnes places. C'était épouvantable. Genre, pas de joke, on était les 8e dans la file. Ah ouais, c'est drôle. Ah ouais, ça, c'est un show dont je me rappellerai. C'était malade. Toujours. Il faisait froid. Il faisait froid dehors. Tempête. C'était l'enfer. Une heure d'attente pour rentrer. C'était vraiment fou. Mais cool. Quel spectacle. Non, je me rappelle, tout le monde avait des petites flasques là, dans l'église. Oh, tout le monde cachait se réchauffait avec leur petit gin. Là, puis c'était vraiment... Je vais me rappeler de ça. C'est un des très beaux spectacles que j'ai vus. Ouais, toi, t'étais sur scène, non? Oui, c'était le fun. Ben, mais écoute, c'est quand même aussi parmi les albums que c'est pas assez drôle, tu dis ça. Moi, je l'ai écouté parce que je l'aimais, mais aussi professionnellement parce qu'il fallait que, pour les arrangements, puis quand écouter, peut-être que je le connais à la virgule, à la respiration, près de chaque mot de Philippe. Oui, moi aussi. Ça n'a pas rapport comme je connais cet album. Un grand disque. Hey, c'est un disque magnifique. Ouais. C'est très, très beau. Il y en a que mon père, il parle tout le temps de l'heptade d'harmonium. Ben, moi, je pense que c'est un peu mon heptade, lui, pour l'instant. Il y a quelque chose. Mais c'est même. drôle, parce que là, je te parle de Anne-Claire Poirier puis du film sur le deuil de sa fille, puis de recommencement qui parle de deuil aussi et de cycle. Puis là, on parle, sans que je l'avais prévu, de Variations fantômes, qui est quand même, on sent le deuil, hein, c'est certainement... le deuil, ça t'habite? Visiblement. Mais je pense que c'est des périodes de notre vie, hein. Des fois, on est dans des deuils. Encore du renouveau. Toi, ton besoin de renouveau constant. Je sais, qui revient. Ben, tu vois, mon renouveau, c'est Mathieu Coblet. Que je découvre, en fait, je l'ai rencontré, je l'ai pas rencontré personnellement, mais il faisait une chronique quand je fais une petite chronique à la radio avec mon frère récemment à l'émission d'Émilie Perrault. Puis lui, il a sa chronique régulière. Régulière. Puis je le trouve, en fait, j'admire son intelligence. Je trouve qu'il y a une manière d'associer le tragique et l'humoristique
très habilement. Puis ça me fait du bien de, tu vois, là, c'est retour à la vie, ça me fait du bien de rire tout en étant bousculé, tout en étant... cassure dans tes habitudes émotives. Oui, c'est ça le cycle, hein. C'est ça le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Fait que je suis encore là, je suis pas que dans le deuil, mais je le trouve, rafraîchissant, brillant. Puis là, je suis en train de lire, donc c'est tout frais, hein, tu sais, je suis allée chercher son livre qui s'appelle Tabloïd il y a 2 jours. Je suis en train de le lire, c'est un recueil de poésie. Puis voilà, je te le recommande chaudement. Je suis à la moitié seulement. Alors, tu sais, je te ferai pas une critique exhaustive, mais je trouve que c'est bien fait, que c'est brillant, puis ça se lit bien. OK, cool. Hey! Ça s'est bien passé. Oui, de la mort à la vie. De la mort à la vie. Puis aussi, on a réussi à se voir. Écoute, le nombre de fois qu'on a tenté de se voir, puis ça ne marchait pas. On est des horaires de fou COVID. Horaires de fou, COVID, enfants malades, mes enfants malades. On a des enfants en bas âge, ça, c'est sûr que c'est chaotique. C'est chaotique, mais on a réussi, je suis bien content. Moi aussi, je suis contente, merci. All right, à bientôt. À bientôt. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.